René et moi ont eu l'idée de faire une sorte de raconter quelle est la crise arzavienne dans l'histoire du royaume et l'empire hittite. Et on s'est divisé chronologiquement. Alors, moi, je ferai la période jusqu'à Bursili II et René va faire la reste. Alors, pour commencer, une petite situation géographique. Alors, l'Arzava, maintenant, ce n'était pas toujours le cas, mais maintenant, les auteurs s'accordent un peu que l'Arzava se situe vraiment à l'ouest, dans l'ouest de l'Anatolie. Alors, comme vous voyez, Arzava, là-bas, au-dessous du Sheikha River Land. Et les sources sur l'histoire de Arzava et surtout sur les relations arzavo-hittites, on peut dire, sont surtout des sources hittites. Mais il y a aussi, et je vais parler de ça à la fin, de ma partie, 2 lettres de Amarna qui concernent la Arzava. Et aussi, pour introduire un peu les choses, en général, l'Arzava, ou les gens, les habitants de cette région, n'étaient pas les grands amis des Hittites. Alors, ils forment une sorte de crise continuante pour les Hittites. Et les sources hittites les décrivent aussi comme des gens infidèles, des gens qui souvent faisaient des révoltes, qui cherchaient des opportunités pour déstabiliser l'Empire. Alors, c'est cette image qui émane des sources hittites. On n'a pas de source vraiment indigène de l'Arzava qui pourrait nous donner le côté d'Arzava elle-même. Il faut toujours se réaliser ça. Alors, la période paléo-hittite, la première fois qu'Arzava, dans la forme de cette époque Arzavia, où Arzava apparaît dans les sources hittites, c'est sous le règne de Hattusili I. Alors, maintenant, on est à peu près 1650 jusqu'à 1620 avant Jésus-Christ. Et Arzava apparaît dans une phrase dans les annales bilingues. J'ai ici pris la version hittite, mais il y a aussi une version akkadienne qui dit la même chose. Et il y a une petite phrase qui dit dans l'année suivante, j'allais à Arzava et j'ai pris des bœufs et des moutons de eux, c'est-à-dire des gens d'Arzava. Et c'est tout. Après ça, il y a des attaques des Ourites dont il raconte qu'il y a une autre sorte de crise à cette époque pour les Hittites, les Ourites du sud-est, qui menacent l'Empire. Et évidemment, avec une phrase, on ne peut pas vraiment reconstruire tous les détails. Quand même, il y a des auteurs qui ont essayé de reconstruire tous les détails. Mais il y a, par exemple, qui a commencé cette expédition. Ici, il dit simplement, je suis allé à Arzava et j'ai fait ça et ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui, que c'est Hattusili qui a initialisé ce conflit. Peut-être qu'il réagit à une agression des Arzavéens. Et ça, c'est une des théories qui s'est formée ou chez les auteurs, par exemple Bryce, qui croit que Hattusili était énervé par les Arzavéens, par des agressions des Arzavéens, et il a réagi. Et pourquoi? Parce que, selon Bryce, les Arzavéens, les Hittites avaient graduellement étendu leur territoire jusqu'à la frontière avec la Arzava. Ça aurait énervé les Arzaviens qui avaient attaqué l'Empire hittite et le royaume hittite a réagi. Alors, il y a beaucoup de reconstructions basées sur une phrase. C'est aussi simplement possible que Hattusili I, et ça me semble plus probable, a simplement décidé je vais faire une campagne contre l'Arzava pour étendre mon territoire. Ce n'est pas nécessairement que tous ces épisodes que Bryce reconstruit ont vraiment eu lieu.
Alors, simplement pour dire, il faut être un peu prudent aussi quand on n'a qu'une phrase. Toutefois, on peut dériver des choses, on peut déduire des choses de ce texte. Et par exemple, le butin, des bœufs et des moutons. Normalement, si, et dans le texte de plus tard, et je pense que René aussi va raconter un peu sur Mercilli 2 avec son agression, il détruit des villes, il pille les villes, il amène l'or, l'argent. Ici, seulement des bœufs et des moutons. Alors, peut-être, ça voudrait indiquer que l'expédition n'était pas un grand succès. Je ne veux pas dire que c'était un échec, mais que, en tout cas, cette expédition n'a pas mené à un contrôle total de Arzawa par les Hittites. Alors, pour utiliser le mot de nouveau, la crise n'était pas encore résolue. La crise qui vient de s'initialiser, la crise arzavienne, avec une expédition seulement comme butin des moutons et des bœufs. Aussi, comme j'ai déjà dit, après cet épisode, les annales continuent avec une histoire d'une guerre des Hittites contre les Hurrites. Alors, c'est difficile à déterminer le cadre chronologique, mais peut-être qu'Hattusil n'avait pas non plus le temps pour vraiment résoudre le problème arzavien, parce que les Hurrites étaient en train de menacer le royaume de l'autre côté. De nouveau, ce n'est pas tout sûr, mais ce petit butin pourrait indiquer ça. En tout cas, ce qui est sûr, que désormais, les Arzaviens et les Hittites étaient des ennemis. Et ça continue pour le reste de l'histoire du royaume hittite. Non, ça c'est plus tard. Alors, ça pour cette expédition. Et on peut aussi se poser la question, et ça aussi complique un peu les choses, parce qu'il y a dans un texte, le Palast chronique, CTH 8, là aussi Arzavia est attesté dans une histoire un peu bizarre. C'est-à-dire un homme qui s'appelle Nounou, qui vient de Gourma, ville bien hittite, et cet homme hittite avait détourné de l'or et de l'argent dans le pays de Arzawa, et normalement il avait dû donner ça à la cour hittite, mais il ne l'a pas fait, et alors il est arrêté par le roi, et probablement c'est un fonctionnaire hittite, un haut fonctionnaire hittite. La plupart des auteurs s'accordent sur ça. Il est arrêté, il est remplacé par un autre, Monsieur Charmassou, enfin le nom, un autre homme qui doit simplement prendre ses fonctions parce que Nounou est persona non grata désormais. La question ici qui se pose, c'est quelle est la fonction de Nounou et qu'est-ce qu'il fait en Arzawa? Et la plupart des auteurs, par exemple Hardy, Gurney, Bryce Nouveau, ils le considèrent comme un gouverneur hittite dans le pays conquis de Arzawa. Alors, c'est-à-dire, Arzawa maintenant fait partie du royaume hittite. Il y a un gouverneur installé et c'est lui qui détourne l'or et alors le reste de l'histoire est connu. De nouveau, on pourrait être plus prudent et se poser la question, est-ce que ça doit être nécessairement un gouverneur? Le texte n'en dit rien. Ça pourrait aussi être, par exemple, un diplomate, ou un diplomate, un messager, qui ne représente pas le pouvoir hittite dans une sorte de province arzavienne, mais qui représente plutôt, en tant que diplomate, le royaume hittite dans ses relations avec la Arzawa. De nouveau, ce n'est pas vérifiable. Alors, toutes ces choses, c'est plutôt prudence que je voudrais dire. En tout cas, moi, je suis incliné pour accepter que Arzawa ne faisait pas partie du royaume, de l'ancien royaume hittite, que l'Arzawa était encore moins indépendant.
ce qui est aussi indiqué par le nom ou le statut que les Hittites donnaient, ou que, comment les Hittites appelaient l'Arzawa, ils l'appelaient un Kuirwana ou Kuriwana. Et ça, Bryce le traduit par protectorat, mais ça s'insère dans sa propre théorie, évidemment. Par exemple, par contre, Tischler le traduit tout à fait par État indépendant. Alors, aussi, le mot, le statut de Kuriwana, moi je suis aussi de cette opinion, c'est plutôt un État indépendant qu'un gouvernorat ou qu'une province. Nicht lehenspflichtig, en allemand. Alors, simplement pour illustrer un peu, il n'y a aucune certitude que l'Arzawa faisait partie du royaume hittite à cette époque. Et ça, c'est ce que je peux dire pour le règne de Hattusili. Alors, 2 sources, pas beaucoup. Pour le règne de Mursili, on n'a pas une attestation qui peut être 100% assignée à ce roi. Alors, c'est malheureux pour Mursili 1, mais je vais vite aller à M. Amuna, un autre roi, à peu près 1550 avant Jésus-Christ. Et là, on a ce texte-ci. Ce n'est pas un texte qui date de l'époque d'Amuna, c'est un texte qui date de l'époque de Telepinu, un de ses successeurs, l'édit de Telepinu, qui donne une introduction historique un peu de l'ancien royaume, et qui est une des sources les plus importantes, sources textuelles, pour l'histoire politique de l'ancien royaume hittite. Alors, le pays devenait hostile. Il y a une liste des pays. Parmi eux, on a Arzawiya. Et la dernière phrase est aussi intéressante. Cependant, quand il allait vers ses troupes pour une expédition, il ne revenait pas en bon état. C'est-à-dire, quand il organisait une expédition contre ces pays, c'était plutôt un échec et il ne pourrait pas vraiment limiter le danger qu'il posait. Des études géographiques ont montré que ces pays étaient situés au sud ou sud-ouest. Alors, c'est-à-dire, ça pourrait, au moins dans la direction de Arzawa, et Arzawa fait partie d'eux. Mais en tout cas, ici, on voit que le Arzawa reste à poser un problème pour les Hittites, un problème indépendant. Alors que aussi, ici, on pourra voir la première trace d'une sorte de coalition arzawienne. Il y a plusieurs pays, tous situés dans les environs au moins d'Arzawa. Alors c'est possible ici qu'ils ont établi une coalition pour lutter les Hittites. Alors, ça pour Amuna, de nouveau, il n'y a pas de grandes choses à dire. Circa 1400, on a Tutkhalia qui était très actif avec son fils Arnubanda I. Et lui, c'est lui qui sait un peu d'éliminer le danger arzawien. Il fait beaucoup d'expéditions dans l'ouest de l'Anatolie. Mais de nouveau, ça ne dure pas longtemps, parce que maintenant, j'arrive à la fin de mon exposé et à l'apogée du pouvoir arzawien, c'est-à-dire l'époque de Amarna. Ici, on a 2 lettres, le EA32 et le EA et l'Amarna 31. Les 2 sont écrits en hittite. Et le premier vient de Tarkhundaradu, le roi de Arzawa, et est adressé au pharaon Amenophis III d'Égypte, évidemment. Et là, c'est une réponse à une lettre du pharaon. Le pharaon avait demandé d'établir des contacts diplomatiques par un mariage diplomatique, ce qui était habituel à l'époque, au roi d'Arzawa. Ainsi,
ce que le pharaon fait, c'est d'inclure le Arzawa dans le grand système des États de El Amarna. Il y avait la Babylonie, l'Égypte, l'empire des Hittites ou le royaume des Hittites, comme vous voulez. Et maintenant, le pharaon prend l'initiative d'inclure Arzawa. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Arzawa était l'État le plus puissant de l'Anatolie. Les Hittites étant dans une sorte de crise politique. Et le pharaon pense, ok, je dois changer camp, je dois faire une politique qui, avec les plus puissants de la région et pas avec les États faibles. Alors je vais contacter Arjunaradu, roi d'Arzawa. C'était pour le mariage. Dans cette lettre, le roi d'Arzawa demande plus d'infos avant de donner sa fille au pharaon. Et le 31, qui est aussi écrit dans un hittite moins soigné que la lettre de Arjunaradu, c'est la réponse du pharaon. Alors, ça nous donne aussi la confirmation que Arzawa était vraiment un État ou une coalition d'États très puissante dans l'Anatolie, même si puissante qu'elle attire l'attention de l'Égypte. Néanmoins, et heureusement pour les Hittites, le mariage n'a jamais eu lieu parce que, avant que tous les arrangements aient été faits, les Hittites avaient réussi, avec Tudhaliya II et puis son fils Suppiluliuma, de vraiment rétablir leur pouvoir en Anatolie, de réduire le territoire et le danger arzawien, et le pharaon opportuniste comme il est a de nouveau contacté les Hittites une fois qu'ils étaient de nouveau en pouvoir. Mais simplement, la continuité de cette crise arzawienne, c'est déjà dès le début de l'histoire hittite. Ça continue jusque dans le règne de Suppiluliuma, qui a fait des campagnes à l'ouest, mais qui a assez vite tourné son attention vers l'est et la Syrie. Et vous connaissez la politique syrienne de Suppiluliuma. Mais pour conclure, on pourrait dire qu'à l'époque, au moins jusqu'avec le règne de Suppiluliuma, Arzawa restait, comme Bryce le dit, the most dangerous of all the Hittites' opponents in Anatolia. Et voilà, René, vous pouvez continuer la crise. Alors ici, nous sommes dans un séminaire de réflexion, un workshop, et donc on peut parler très librement et aussi avertir les étudiants des pièges qu'ils peuvent rencontrer dans leur recherche, voire dans leur mémoire de maîtrise, si pas dans le doctorat. J'ai vécu, je dirais, la complexité du problème, de son évolution, et cela avec le hasard fait bien les choses, mais sans doute les plus grands maîtres. Alors, l'histoire montre que, pour faire simple, et je m'adresse aux étudiants, par exemple, si vous travaillez votre mémoire, voire votre thèse de doctorat, il est évident qu'une collection comme le Real Lexicon de la Syriologie, non seulement garde à vous. Mais faites attention, parce que si vous prenez à la lettre A, Arzawa, ou Abassa, vous avez tout faux. Donc, vous oubliez. Par contre, si vous prenez Ashurbanipal, c'est correct. Donc, il y a un sens critique, et je dirais, c'est le rôle de vos directeurs de thèse que d'attirer votre attention sur la qualité des documents que vous allez consulter. Parce que, entre ce que moi j'ai reçu comme enseignement, et je dirais par les grands pontes, qui s'appellent Laroche, Otten et Butterbock, dans les années 60-70, et ce que aujourd'hui j'enseigne, ou je conseille, parce que dans le mérite on n'enseigne plus tellement, sauf dans le cadre de la BELAO, mais sinon, bon voilà, il n'y a pas photo. Il faut bien se rendre compte que dans le monde de l'Asie mineure au sens large, vu d'un point de vue simplement indo-européen, donc je laisse les Hourites
et les Hatti un peu de côté, et c'est déjà une erreur. Bon, soit faisons avec ce qu'on maîtrise le mieux. Vous avez les Palaïtes, c'est-à-dire la Paphlagonie, pour prendre la terminologie grecque, le Hatti et l'Arzawa, le monde louvite. Et la civilisation des Louvites, quand j'ai débuté mes études, on commençait seulement à faire des progrès dans la connaissance du louvite. Aujourd'hui, on le domine relativement bien. Donc il y a une documentation formidable qui s'est élargie et on se rend compte de ce que, au fond, la civilisation dite hittite, entre guillemets, ce qui est déjà fautif, comme tel, n'oubliez pas que le mot hittite est un mot que nous avons inventé quelque part à la fin du XIXe siècle, bon, que, en réalité, cette civilisation, elle se perdure, elle se continue, et ce jusqu'au IVe siècle de notre ère, à travers une dominante linguistique et culturelle qui est louvite. C'est-à-dire que, in fine, les grands vainqueurs, ce sont les louvites. Et cette victoire s'amorce dès la fin du XIIIe siècle, car comment expliquer à Hattusa, dans la capitale, le fait que les inscriptions en écriture hiéroglyphique sont toutes, je dis bien toutes, en langue louvite. Comment se fait-il que les tablettes qui sont datables de la fin du XIIIe siècle sont truffées de louvisme et que les grands scribes et conseillers des rois hittites sont louvites? Alors, si nous regardons tel ou tel texte, et je prends par exemple, Yann y a fait allusion, Mursili II. Mursili II, c'est lui qui est la plaque tournante autour du problème de l'Arzava. Il règne plus ou moins, entre 1318 et 1290 avant notre ère. Il a un règne d'environ 30 ans. Au début de son règne, il adresse des prières, notamment une prière à Telebinu, un dieu tout à fait hatti, et à la déesse soleil Darina. Et dans cette prière, il dit il y a 3 États souverains qu'il doit gérer, ou vis-à-vis desquels il doit faire face, voire parfois de façon hostile. Il s'agit de l'Arzawa, du Mitanni et du Kizouani, et qui sont qualifiés, il y a fait allusion, de Kwirwana dans le mot, dans le texte hittite, ce qui veut dire, et on est bien d'accord, je crois là-dessus, État souverain. Donc ça montre la réalité de l'Arzava, qui, en quantité, en superficie, représente sur le territoire de la Turquie actuelle 60% de la superficie par rapport à ce qui est le Hatti, le territoire des Hittites, c'est-à-dire la région qui se trouve à quelques 100 km à l'est d'Ankara, à l'exclusion du nord et du sud, car au sud, après les portes ciliciennes, vous vous trouvez en Cilicie. Vous avez 2 photocopies qui vous montrent l'évolution, parce que c'est, je crois, assez significatif. Une première photocopie qui vous montre l'Anatolie au XVe et au XIVe siècle avant notre ère, avec les dénominations. Et vous voyez, évidemment c'est un peu enfoncé, mais vous voyez le mot Arzawa. L'Arzawa est composé, c'est le grand royaume, et il est composé de sous-régions. C'est comme si on disait, in illo tempore, l'Europe des 6, voilà, hein, l'Europe des 6, mais l'Europe des 6, elle est composée du Luxembourg, de la Belgique, de la Hollande, des Pays-Bas, de l'Allemagne de l'Ouest, etc. Voilà. Mais c'est à peu près la même chose. Au XIIIe siècle, après le règne de Mursili II, regardez, vous voyez des noms, mais où se trouve le mot Arzawa? Il a disparu. Finito. Il terminait di Arzawa. Basta. Fini. Il s'est passé quelque chose. Et
Et ce quelque chose, c'est justement que Mursili II a décidé la conquête du Grand Arzawa en la 3e année de son règne, qu'il va poursuivre durant la 4e et la 5e année. Il ne va même pas regagner la capitale, Hattusa. Il reste dans ces régions, car pour lui, c'est une question vitale. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce une question vitale? Selon moi, la réponse, elle est très simple, elle est toujours d'actualité, et tristement peut-être d'actualité. C'est que dans le Hatti, et vu l'évolution industrielle, entre guillemets, qui se passe au XIIIe siècle, fin du XIVe, XIIIe siècle, il faut des accès à la mer. Si vous êtes au Hatti, et je vous parle par expérience, à Bogaskeuil, bientôt, au 1er novembre, à la Toussaint, vous aurez déjà de la neige très abondante et vous aurez des températures de -10 à -20, et cela jusqu'au mois de mars. Comment voulez-vous être compétitif sur le plan international? Il faut des accès à la mer. Ces accès à la mer sont tenus par une ethnie entre guillemets, linguistiquement homogène, qui est le monde louvite, c'est-à-dire l'Arzawa, le Kizzuwatna occidental, c'est-à-dire la Cilicie occidentale, la Cilicie orientale qui est essentiellement, pas uniquement, essentiellement hourite. Et c'est là, avec des villes comme Tars, Adana, mais aussi de l'autre côté, quelle est la capitale de l'Arzawa? Et maintenant, aujourd'hui, je crois que tous les collègues, à part l'un ou l'autre original, mais on est bien d'accord, c'est Apasa. Apasa égale Éphésos. Et tous les cultes d'Éphèse, à commencer par Artémis, correspondent mathématiquement à ce qu'était une des grandes divinités dans le panthéon louvite et aussi hittite, ce qu'on appelait avec le sumérogramme d'Ingir, à mon époque Cal, aujourd'hui Lama avec 2 M, j'ai connu Lama avec 1 M, puis on est passé à Cal et aujourd'hui on est à Lama avec 2 M pour être dans le vent. De toute manière, on s'en fout, puisque derrière, c'est un nom, ce sont des noms louviques, essentiellement louviques, peut-être aussi Hatti, qu'il faut trouver, et le sumérogramme n'est évidemment qu'un symbole. Ce sont les divinités protectrices des forces vives de la nature sauvage. Et Artémis, dont le nom, j'ai écrit il n'y a pas si longtemps dans un article pour expliquer son étymone, par le louvite, c'est-à-dire Ariatami, celle qui bondit de sommet montagneux en sommet montagneux, ce qui est bien d'ailleurs ce que même dans la littérature grecque on dit, Artémis, elle est Phosphoros, elle est porteuse de torches, et même de cierges, et elle bondit en se réjouissant de montagne en montagne à travers la Lycie. N'est-ce pas? Bon, il y a là donc une ouverture sur le culte d'Artémis à l'époque, je dirais, gréco-romaine, qui ne peut s'expliquer et s'illustrer que par les antécédents tout à fait louvites et louvitophones. Alors, voilà, ça nous montre, en tout cas, je dirais, l'urgence qu'il y avait pour Mursili II d'avoir un accès à la mer, et il a redynamisé, je dirais, son orientation vers l'Arzawa, dès la 3e année de son règne. Alors vous pouvez lire dans Etitika 9, qui a été édité par à l'époque un jeune collègue, qui a le même âge que moi, donc il est toujours jeune, n'est-ce pas, et qui a édité les annales décennales de Mursili II, et nous voyons combien ce roi a eu du mal, mais aussi peut-être du mérite, à conquérir Arzawa, et donc sa capitale, Apasa. Le prétexte de cette... oui, ce
que peut-être je pourrais le dire dès maintenant parce que c'est important. Mursili II va vaincre l'Arzawa et il va illustrer cet adage qui sera repris par des tas de monarques au temps moderne et au début des périodes contemporaines. Je songerai même à Bonaparte. Divide et impera. Ce divide et impera, il va le faire quand il va s'emparer et rentrer triomphalement dans la ville de Abasa, c'est-à-dire d'Éphèse. Il va, et regardez la carte du XIIIe siècle, organiser les royaumes vassaux, c'est-à-dire des royaumes dans lesquels les souverains auront autant de pouvoir que le futur Premier ministre de Belgique, n'est-ce pas? C'est-à-dire pas grand-chose. Targas Nali, roi de Chapala, vous voyez, Chapala, sur la feuille du XIIIe siècle, Chapala. Targas Nali est un nom typiquement louvite qui signifie le muletier, donc celui qui élève, qui conduit au travail des mulets. L'autre, Kupanta Hunta. Les noms que je vous donne, ce sont des lectures actuelles parce que si vous cherchez à certains endroits, par exemple Kupanta Hunta, dans des ouvrages ou des dictionnaires d'il y a 20 ans, vous ne le trouvez pas. Kupanta Hunta, je sais pas, peut-être l'écrire au tableau. On a un tableau, ce qu'on écrirait, on l'écrit pas. Qui est, je vais donner tout de suite, roi de Mira Koualia. Ensuite, donc Runta, c'est une divinité protectrice des forces vives de la nature. Ensuite, Manapa Tarhunta, roi de la vallée du Seka. Donc voilà, 3 souverains de 3 royaumes édifiés sur, je dirais, les vestiges du royaume d'Arzawa. Ces royaumes, les souverains qui sont à la tête, désignés par le roi ici, ces souverains n'ont pratiquement rien à dire. Ils sont protocolaires et priés de se soumettre à la volonté de celui qui est quelque part une sorte d'impérator, de princeps de l'époque. Et ceci dit, il faut tenir compte de ce que je vous ai dit, l'influence grandissante du monde louvite. Parce que s'il y a ces royaumes qui s'organisent, et en périphérie, vous avez aussi, vous le voyez sur la carte, le royaume de Wilusa. Le royaume de Wilusa a comme grande ville, une ville qui s'appelle Tarhuia, ou Wilusa, c'est-à-dire Troya ou bien Ilion. Donc, et aujourd'hui, merci, on le voit très bien aussi, le royaume troyen faisait-il historiquement partie de l'Arzawa? Je n'en sais rien à l'heure actuelle, mais qu'il en était proche, ça j'en suis sûr. Les nobles, l'aristocratie troyenne étaient louvites. Si vous prenez, ne fût-ce qu'en vous basant sur Homère, les noms des princes troyens, ils sont à 80% explicables sans difficulté par le louvite. Donc, c'est la connaissance du louvite qui va conditionner notre connaissance du lycien, du carien, du pisidien, pour ne prendre que les... et du silicien, même malheureusement silicien, pour l'instant on n'a pratiquement rien, c'est à travers des déguisements grecs. Il y a là un élément formidable de développement de nos études. Et comme je dis, ce qui est écrit il y a 30 ans, 40 ans, quoi, doit être vraiment relu à la loupe d'une manière très, très critique et sévère. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Parce que je bavarde 2 minutes. Non, non, ça va. Alors, Mursili II
a un prétexte, car les Hittites, les gens du Hatti, étaient quand même des gens, c'est pas pour rien qu'il y a le droit hittite, qui est quand même très important. Je suis d'ailleurs en pourparlers avec le doyen de la faculté de droit de notre université pour ouvrir les yeux sur les antécédents du droit romain. Alors, quel est le prétexte qu'il a choisi, Mursili, pour attaquer l'Arzawa? Il s'agissait de la restitution d'un tas de Hittites qui étaient partis en Arzawa, comme nous avons des tas de gens qui partent dans différents pays de l'Europe, aux États-Unis, etc. Et ils sont un peu nombreux. Et Mursili dit au roi d'Arzawa, ben, il faudrait que tous ces gens reviennent au pays de Hatti, donc au Hatti central. Le roi d'Arzawa fait la sourde oreille. À ce moment-là, le roi hittite décide une attaque. Il avance avec ses troupes, donc il va vers l'ouest, grande expédition, et à ce moment-là, le dieu de l'orage, qualifié de Muatali, ce qui est un terme, un adjectif louvite, qui signifie faiseur de puissance, bien le dieu de l'orage décoche un météorite qui va frapper précisément Apassa, Éphèse, la capitale. Le roi d'Arzawa, qui s'appelle Uka-Ziti, final en Ziti, final louvite, qui signifie l'homme de Uka, de Uka, d'Abetignit. Je ne sais toujours pas quelle est la signification. Et Uka-Ziti est tellement perturbé qu'il tombe malade. C'est donc son fils, Piyamakumonta, qui va se porter à la rencontre du roi hittite. Une grande bataille, comme on dirait, la bataille de Waterloo, se déroule à Walma, sur la rivière dite Astarpa, où se trouve la rivière, j'en sais pas. Le prince, donc louvite, arzavéen, est vaincu, et Mursili II entre triomphalement dans Éphèse, tandis que Uka-Ziti, le grand roi d'Arzawa, s'enfuit, nous dit dans les textes, dans les îles, c'est un datif pluriel en louvite, où il va rester et va y mourir. Et là, il y a un grand sujet, et je m'y attelle d'ailleurs un tout petit peu, très modestement, in spiritu militatis, mais, n'est-ce pas, les îles proches de l'Asie mineure, c'est-à-dire des îles comme Kos, comme l'île de Lesbos, sont pleines, jusqu'à la période gréco-romaine, de vestiges de la civilisation louvite, notamment via la religion et via l'anthroponymie. Donc, face à tout cela, la population arzavéenne va s'enfuir vers le mont Arinanda. Peut-être, aujourd'hui, les meilleurs spécialistes vous diront que le mont Arinanda, que se trouve dans la presqu'île de Mycalée. Peut-être. C'est pas loin d'Éphèse. Les populations vont s'y fuir vers la ville de Puranda et aussi vers l'île où s'était réfugié Uka-Ziti. À la mort d'Uka-Ziti, un de ses fils, Tapalazunauli, va regagner Puranda et essayer de résister. Mursili II assiège la ville où se trouve ce résistant royal, mais il va couper l'eau. Et du coup, la ville doit se rendre. Cette ville de Puranda est, d'après les meilleurs collègues, surtout turcs, à identifier avec celle qui, en grec, s'appellera Métropolis. Le prince, j'ai presque fini, Tapalazunauli va essayer de s'échapper de Puranda avec les siens, mais il sera capturé et toute la population déportée dans la capitale de l'Empire hittite, c'est-à-dire Hattusa. Un autre prince va quitter l'île, va rendre chez le roi de l'Akiawa, donc chez les Mycéniens, pour finir par se rendre à Mursili II et finir ses jours à Hattusa. Tous ces succès hittites sont dus à la déesse soleil d'Arina et au dieu de l'orage, Muatali. Bon, je ne vais pas vous donner les chiffres sur les déportés, on est dans les ordres de 66 000 à 70 000 déportés qui vont donc quitter l'Arzawa vers la capitale
Hattusa. Et je terminerai avec ceci, c'est que l'identité de l'Arzawa avec le pays Louvite se déduirait aussi, mais ce n'est pas anodin, du paragraphe 19a des lois hitites. Que dit-il? Si un homme louvite vole une personne, un homme ou une femme, de Hattusa, et le conduit au pays d'Arzawa, donc une espèce de rate. Mais que se passe-t-il? C'est que dans la moitié des textes, parce qu'il y a plusieurs versions, plusieurs exemplaires pour des manuscrits latins, n'est-ce pas, de ce texte législatif, bon, nous avons la mention du pays d'Arzawa, mais dans la moitié des duplicats, à la place du pays d'Arzawa, vous avez le pays Louvite. Et donc, Arzawa et Louvite, vous avez une connexion parfaite. Je vous remercie.